magazine pluriel. Juliette Kamde. Madame, monsieur, bonjour. Lomé-Niamey, les relations se renforcent. Le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, en visite de travail au Togo, a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe. Mission du FMI au Togo, l'institution financière accorde près de 240 milliards de francs CFA au gouvernement face aux besoins urgents. Le sanctuaire marial de Kovié accueille aujourd'hui et demain des milliers de pèlerins. Ils y vont se ressourcer spirituellement avant l'année nouvelle. Nous y serons avec notre reporter sur les lieux. Invité de ce samedi, volontaire hier, patron d'entreprise aujourd'hui, Jean Tordjali Legezim démontre que le volontariat n'est pas du temps perdu. Les autres rendez-vous du journal magazine pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire. Actualité à la présidence de la République, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, a eu une séance de travail hier à Lomé avec le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Cette visite a été marquée par un entretien en tête-à-tête suivi des échanges entre les délégations des deux pays. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun au plan sous-régional et international. Les deux chefs d'État ont réaffirmé la volonté d'approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Cette volonté va se manifester par l'ouverture d'une ambassade du Togo à Niamey. Ils ont largement abordé la situation sécuritaire de la sous-région marquée par la persistance du terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Faure Sozimna Gnazingbe et Abdourahmane Tiani ont fait part de leur volonté commune de mettre en synergie les moyens et ressources afin de mieux faire face à ces menaces. Le président de la transition du Niger a salué les efforts que le Togo ne cesse de mener pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Le président Tiani a remercié particulièrement Faure Sozimna Gnazingbe pour son sens d'écoute, son approche pacifique et constructive de la gestion des crises. À cet égard, il a renouvelé sa gratitude au président Faure Sozimna Gnazingbe pour avoir accepté de conduire la facilitation entre le Niger et la communauté internationale. Le président Faure Sozimna Gnazingbe a, à son tour, remercié son hôte pour la confiance placée en lui, en le désignant comme facilitateur du dialogue entre le Niger et la communauté internationale, en rappelant l'attachement du Togo au dialogue et à la négociation pour une sous-région ouest-africaine apaisée. Il a en outre salué le rôle de la CEDEAO qui ne cesse de déployer des efforts louables en vue de préserver la stabilité politique des États, facteur essentiel de leur développement économique. Les deux personnalités se sont félicitées de l'initiative de la création d'un groupe de soutien à la transition au Niger. Enfin, les deux délégations ont salué les perspectives de coopération bilatérale en matière de transit et de transport sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey. Ces perspectives pourront être envisagées après normalisation de la situation. Avant de quitter Lomé, Abdourahmane Tiani a remercié le peuple togolais pour l'accueil chaleureux et a invité le président Faure Sozimna Gnazingbe à se rendre en visite officielle au Niger. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée, le cas échéant, par voie diplomatique. D'autre part, une séance de travail a réuni les deux délégations ministérielles dirigées par Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. Nous restons avec le chef de l'État pour parler de ces programmes contenus dans la feuille de route gouvernementale. Ces programmes évoluent. Les indicateurs du Millennium Challenge Corporation en sont révélateurs. Théophile Dandako. Le Togo maintient ses efforts dans l'amélioration de ses politiques publiques. Son développement économique matérialisé par l'accès à la terre
à Internet et à l'électricité en témoignent. Pour y arriver, les implications du programme MCC ont été déterminantes. D'abord, les TIC, technologies de communication, ont connu un taux de pénétration important avec un accès aisé des populations. Ensuite, le programme Seuil, qui intervient essentiellement dans la réforme foncière, l'élaboration du code foncier, l'accès de la femme à la terre, la cartographie des terres pour une mise en valeur harmonieuse, la construction des ZAP, zones agricoles aménagées, font la satisfaction des citoyens. Enfin, le niveau de couverture du Togo en électricité, ce point sans cesse croissant, fait partie de l'agenda particulier du programme Compact et du président de la République Faure Gnassingbé. Les centrales photovoltaïques à Blita, celles en construction à Kara et à Sokodé, le fonds Tinga lancé en 2022 et le projet d'électrification rurale CISO apportent du sourire aux populations. Pour accroître l'investissement dans ces domaines de l'accès à la terre, à Internet et à l'électricité, le président de la République a reçu le 20 juin dernier la présidente directrice générale de Millennium Challenge Corporation, Madame Alice Albright. Les échanges ont porté sur le programme Threshold et les directives du chef de l'État pour une bonne formulation du programme Compact. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a reçu hier une mission du Fonds monétaire international FMI. Les échanges avec la chef du gouvernement portent sur l'examen du programme que le Togo a engagé avec l'institution financière. Pour Fassine Silla, administrateur au Fonds monétaire international, il y a de bonnes nouvelles pour le Togo. C'est un grand jour pour le Togo. Le Togo et le FMI vont arriver à quelque chose de bien. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent être faites dans notre coopération. Et donc, ces éléments que j'étais venu échanger et partager ces bonnes nouvelles avec Madame la Première ministre. Ces performances sont notables, d'autant plus que ça se passe dans un environnement très difficile. Vous savez très bien, après la Covid et la guerre en Ukraine, toutes les difficultés que nous avons, surtout dans un contexte d'insécurité au nord et au Sahel. Si on arrive à des taux de croissance supérieurs à 5%, c'est quelque chose d'extraordinaire et je voulais féliciter les autorités pour ces performances. Bonne nouvelle donc pour le Togo. Le FMI accorde près de 400 millions de dollars, soit environ 240 milliards de francs CFA à l'État togolais pour répondre aux besoins urgents. C'est la conclusion d'une mission du FMI au Togo, présentée hier à la presse. Léontine Atogima. Devant la presse, l'équipe du FMI a expliqué les raisons de l'enveloppe qui revient au Togo. Hans Weisfeld, chef de mission du FMI. C'est un soutien pour un package de politique qui s'aligne parfaitement avec la feuille de route du gouvernement et qui vise principalement à renforcer la stabilité monétaire et la soutenabilité de la dette, qui vise aussi l'inclusion sociale, rendre la croissance encore plus inclusive pour que toutes les souches de la population en profitent pleinement. Donc, stabilité, inclusion et impulsion de la croissance. Le Fonds monétaire international a réaffirmé son engagement de soutenir le Togo. Annalisa Fidelino, directrice adjointe du FMI. C'est un accord très important pour le Togo qui est confronté à des défis considérables, surtout sécuritaires, et nous restons disponibles pour faire tout ce qui est possible pour appuyer le gouvernement. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Aya, s'est réjoui des échanges qui ont abouti à cet accord. Le programme est le fruit d'une collaboration entre les autorités et le FMI. C'est le pays qui exprime la demande pour conclure un programme. Et quand on dit programme, c'est en fait un certain nombre de politiques publiques qu'on va mettre en œuvre dans différents secteurs avec des objectifs clairs, précis, mesurables et des réformes aussi. Ce programme va s'étendre sur 42 mois. Ensemble, disons non à la corruption. C'est l'une des principales recommandations de Haplusia. L'institution de lutte contre la corruption l'a encore évoqué hier à Lomé. C'était lors d'une réunion qu'elle a organisée avec la société civile. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Les échanges ont porté sur le bilan des activités de Haplusia. Hervé Seguano. En matière de lutte contre la corruption au Togo, Haplusia a réalisé des efforts dans plusieurs domaines. C'est ce que relève ce bilan.
Il s'appuie notamment sur la répression. Des dossiers sont en cours de traitement et des documents en élaboration. Kim Labalo Abba, président de Aplusia. Plus de 88 plaintes et dénonciations ont été enregistrées et sont à divers niveaux de traitement. La Aplusia a également élaboré la stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption et des infractions assimilées qui est en attente d'être approuvée par le gouvernement. La Aplusia a également adopté le plan stratégique 2019-2023 qui est en cours de mise en œuvre. Le bilan ressort aussi la société civile qui s'est battue pour lutter contre la mauvaise gestion des devises. Elle a mené des actions de sensibilisation et d'information dans le pays. Kataro Abalo, président de la Ligue des indépendants pour la transparence, LIT Togo. Nous avons mobilisé les mouvements associatifs, les mouvements syndicaux et puis mobilisé les groupes qui sont censés être des références en matière d'éthique, notamment les religieux et les groupements d'enseignants. Nous avons aussi pu regrouper les associations ONG. La célébration de cette journée édition 2023 est placée sous le thème « Unir le monde contre la corruption ». La FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, a initié un projet au profit des principaux acteurs de la pêche au Togo. Ces derniers ont été informés des interventions et des résultats du projet. Mérété Tardstad, coordinatrice du programme à la division des pêches et de l'aquaculture à la FAO. Elle explique le projet. Maintenant, dans cette phase actuelle, on a appuyé la mise en œuvre de ce plan que vous avez adopté comme pays. Un plan de gestion de pêche, c'est très important. C'est un outil très important pour une pêche durable. Comme ça, on travaille pour adresser les différentes problématiques et essayer de voir les différentes mesures qu'on peut prendre pour avoir une pêche durable ici à Togo. Et finalement, on a des initiatives pour renforcement des capacités, pour la recherche et pour la gestion de pêcherie, pour une pêche durable. Après donc les échanges avec les pêcheurs, ceux-ci ont marqué leur adhésion au projet Aruedo Kossi, point focal du programme EAF Nansen. Nous avons eu plusieurs réunions avec les pêcheurs et aujourd'hui, ces pêcheurs ont pris conscience de la nécessité d'augmenter le maillage de la poche de cet engin. Ils ont aussi pris conscience de la nécessité de travailler ensemble, de collaborer. Parce que il faut dans des discussions, ils trouvent que c'est important, que c'est avec l'administration qu'il faut gérer la ressource. Dans ce projet, essentiellement pour objectif d'améliorer la gestion de la scène de plage dans notre pays. Cette réunion était également l'occasion de recenser les besoins pour un futur plus radieux dans le domaine de la pêche au Togo. Des femmes membres des groupements agricoles ont bénéficié de matériel de production et de transformation agricole. C'est une initiative du ministère en charge de l'action sociale. Elle est destinée à fournir une plus grande production et un allègement de charges de travail. Kilim Poyode, Florent Abi. Ces 78 groupements de femmes dont les besoins ont été pré-identifiés dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo sont issus des 39 préfectures. C'est toute joyeuse qu'elles ont réceptionné ces matériels. Do Ami, porte-parole des bénéficiaires et membre du groupement Dieu est la solution. Nous remercions beaucoup notre président de la République, François Ziran-Yassine, pour ces biens qu'il nous a fait. Il nous a vus, nous les femmes, il nous a aidés pour enlever la pauvreté dans notre vie. Et nous disons qu'on va utiliser les outils qu'on nous a donnés pour être riches, pour être des bonnes femmes au Togo. Pour la ministre en charge de l'action sociale à Pédolon-Lognon, épouse Anakoma, les femmes sont plus engagées dans la chaîne de production agricole. Malgré leur engagement remarquable dans la chaîne de production agricole, les femmes rurales demeurent marginalisées en termes de rétribution du bénéfice du fruit de leur travail, en raison notamment des pesanteurs sociales qui demeurent persistantes dans nos communautés. L'autonomisation des femmes reste et demeure une des exigences fondamentales pour atteindre les objectifs de prospérité, de paix et de développement inclusif et durable. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Programme des Nations Unies pour le développement.
15e édition de Évemozan, ou fête du riz des populations de Kpélé à Kata. Les fils et filles de cette localité sont en ce moment dans le canton d'Akata pour témoigner leur reconnaissance aux mânes des ancêtres pour la récolte abondante du riz. Geneviève Pognon sur place nous fait vivre l'ambiance. Effervescence ici sur le terrain du lycée d'Akata. Population, groupe folklorique affluent vers ce lieu. Habillés, la plupart en pagne uniforme sur lesquels est griffé Évemozan, certains tenant en main des instruments traditionnels de musique, d'autres tam-tam achupani, tam-tam parlant, bassine du riz local sur la tête, chantant et dansant, le peuple élevé de Kpélé Akata réaffirme ainsi son attachement à son identité culturelle. Sous les appartements installés pour la circonstance, on note la présence des membres du gouvernement, des têtes couronnées, nous voulons parler des chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, des autorités politiques, administratives, religieuses, cadres du milieu qui se joignent aux populations afin de témoigner leur reconnaissance aux mânes des ancêtres pour la moisson abondante du riz local. Et puis, au-delà de son caractère festif, est un moment de communion, de retrouvailles, de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble, d'où le retour aux sources de tous les natifs de la préfecture de Kpélé. C'est également une occasion pour les fils et filles de cette préfecture de réfléchir au développement de leur localité, d'où le thème retenu pour cette 15e édition Culture du riz local face aux enjeux du développement durable. De Kpélé Akata, Geneviève Pognon pour Radio Lomé. En fête à Akata, on prie à Kovié. Ils s'y rendent chaque année par milliers. Les pèlerins catholiques sont à Kovié jusqu'à demain pour prier et se recueillir au pied de Notre-Dame des Douleurs en cette fin d'année. Pacom Johnson sur les lieux que nous rejoignons. Effectivement, Juliette, nous sommes sur le site Notre-Dame des Douleurs dans le canton de Kovié où se tient ce 9 et 10 décembre le 25e pèlerinage des catholiques de l'archidiocèse de Lomé. Comme tu peux le deviner, ils sont des milliers de pèlerins ici rassemblés sur la colline. Ils sont également là, les fidèles venus des pays voisins, notamment le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est un rendez-vous de prière et de louange. Le thème de cette année est Marie, étoile de l'Évangile. Nous signalons la présence effective de l'archevêque Monseigneur Nicodème Anani Bariga. Il a tout à l'heure souhaité la bienvenue aux pèlerins et procédé à la bénédiction de la nouvelle statue de Notre-Dame des Douleurs érigée pour la circonstance. Les programmes ont commencé ici depuis 10 heures. Nous aurons tout à l'heure la première messe à 15 heures. C'est le chemin de croix qui est en cours actuellement où l'on médite sur la souffrance et la passion du Christ en 15 étapes. C'est sur cette prière que nous vous laissons l'antenne, Juliette. Au revoir. Merci beaucoup, Pacom, et bonne prière. La Banque ouest-africaine de développement et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont scellé hier à Lomé un accord de coopération. Les deux institutions ont formalisé leurs liens pour une meilleure réalisation des projets. Raoul Tetoignake. Cette signature vient consolider la mise en place des programmes et initiatives entre les deux institutions. Le PARAF vise à améliorer la qualité de vie des populations de la communauté et accélérer la transformation économique de l'Union. Serge Ekoué, président de la BOAD. Nous sommes dans le même environnement, dans le même écosystème. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes avec l'AMF et la Banque centrale, nous sommes des institutions qui ont été créées par nos pères fondateurs, par le traité. Donc, par le traité constituant notre zone, il est important que nous renforcions nos synergies, nos coopérations. La Commission qui travaille sur des projets intégrateurs et la BOAD travaillant probablement plus sur les aspects de mobilisation de ressources, sur les aspects de financement de projets, de réalisation de projets. C'est la coopération que nous mettons ensemble. Beaucoup de projets ont été réalisés dans le cadre de cette coopération et cette relation permettra d'en faire davantage.
Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Nous avons donné les orientations à nos services pour travailler à assurer une bonne exécution de ces projets en faveur des États et de nos populations. Je citerai 2 exemples, 2 projets importants. On a parlé des centres de soins spécialisés. Nous connaissons le problème de prise en charge sanitaire du niveau des plateaux techniques dans nos États. Donc, ces centres de soins spécialisés dans nos États visent à améliorer les plateaux techniques en matière de prise en charge sanitaire qui, au sortir de cette réunion, devra connaître des avancées avec les contacts que nous aurons à prendre avec nos États. Un deuxième projet, c'est la nécessité de développer le ferroviaire pour développer l'interconnexion entre nos États, assurer une meilleure circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire. Avant cette signature, une réunion des experts a eu lieu pour présenter les conclusions de la 5e réunion du cadre de coopération de la Commission de l'UEMOA et de la BOAD. Nous sommes à présent dans la rubrique Invité. Il s'illustre dans les assurances. Après 5 ans de volontariat dans une structure de la place où il a offert ses services contre une modeste rémunération, il a mis donc à profit l'expérience acquise pour créer son propre emploi. Lui, c'est Jean Tordjale Legezim, aujourd'hui patron d'entreprise. Il est l'invité de cette édition. Il répond au micro de Klim Poyode. Monsieur Tordjale Legezim, bonjour. Bonjour. Quel intérêt avez-vous obtenu à partir de votre volontariat? Mon volontariat, quand je l'ai fait, j'ai eu assez d'avantages, assez d'intérêt parce que ça m'a ouvert plusieurs portes pour la chance d'évoluer dans la vie, et surtout sur le plan professionnel. Partant de ce volontariat, il y a eu des relations et moi-même je me suis cultivé plus qu'avant. Le volontariat, est-ce du temps perdu? Le volontariat, proprement dit, ce n'est pas un temps perdu. Donc, quand on fait le volontariat, vous avez des portes qui sont ouvertes pour vous. Vous-même, vous prenez votre temps pour chercher ce que vous allez faire. Il faut passer par le volontariat. Et à ce moment, tu vas bien étudier ton plan et voir ce qu'il faut faire exactement. Et quand tu attaques ton travail proprement dit, il n'y a pas de souci. À ce moment, tu avances librement parce que tu as eu le temps pour étudier ce que tu vas faire. Le volontariat, c'est une bonne chose. Comment vous est parvenue l'idée d'entreprendre, d'avoir votre propre entreprise? Pour créer mon entreprise, j'ai eu plusieurs années de réflexion. On dit que le gouvernement ne crée pas les emplois, il cherche seulement les positions d'opportunité et pour que les jeunes, nous les jeunes, puisque nous puissions au moins nous chercher et voir où nous localiser, où nous positionner pour notre carrière. Voilà, donc si on doit attendre tout du gouvernement, je pense que ça ne peut pas aller. Donc nous devons nous chercher et s'auto-créer, chercher nous-mêmes nos propres emplois pour aussi aider le gouvernement. En aidant le gouvernement, quand nous créons des entreprises, on va aussi aider aussi certains jeunes en les recrutant et qui doivent travailler avec nous. Donc c'est l'idée là qui m'est venue quand j'étais volontaire à Radio Lomé. Et j'ai dit, je vais quand même faire, puisqu'on était des jeunes dynamiques. Comme moi, j'avais la possibilité de créer une entreprise, j'ai dit, je vais faire pour qu'au moins certains jeunes puissent travailler avec moi, surtout dans la communication. Et j'étais obligé de créer en commençant par la communication. Après la communication, j'ai inséré les assurances, puisque moi, je suis technicien en assurance aussi. Et après, comme j'ai suivi aussi une formation au Bénin en Côte d'Ivoire, et je suis devenu formateur des formateurs en sécurité routière. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que ma société ou bien mon entreprise que j'ai créée, MCAF Togo, regroupe ces 3 branches, la communication, les assurances et la sécurité routière. Quel conseil avez-vous pour ces jeunes diplômés en quête d'emploi? À l'endroit des jeunes en quête d'emploi ou qui ont fini, qui sont toujours à la maison, je leur dirais de se chercher et de ne pas rester à la maison en regardant le gouvernement, que le gouvernement viendra un jour leur créer d'emploi. Non. Parce que il est vrai qu'il y a souvent les concours qu'on lance, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit après un concours.
Donc quand le gouvernement lance, il y a un nombre qu'on cherche. Maintenant, on ne peut pas prendre tout le monde. On cherche les meilleurs parmi les bons. Actuellement, c'est les meilleurs parmi les bons on cherche. Quand le point A ne marche pas, je rate un concours, je ne réussis pas, il faut quand même se chercher, comme je l'ai dit, il faut chercher un emploi pour soi-même et essayer avec votre propre moyen de bord. Quand vous commencez et vous progressez au jour le jour, vous allez voir que quelqu'un viendra vous mettre la main et ça va vous pousser encore loin. Et vous réussissez comme ça votre vie. Et ça va vous permettre aussi de prendre d'autres personnes aussi et les aider comme on vous a aidé. Donc il faut partir de quelque part pour aller quelque part. Un conseil pour les usagers de la route, vu que vous êtes un professionnel en matière de sécurité routière. Je voudrais dire à tous les usagers de la route de faire attention parce que la route tue. La route tue. Nous devons faire attention, surtout dans ces derniers moments. Il faut que nous fassions attention quand nous sommes sur la route. C'est la prudence. Chacun a sa place sur la route. Tout le monde doit être dans son couloir pour éviter de gêner les autres. Et quand vous voyez que vous quittez votre couloir pour prendre le couloir d'autres personnes, alors que ce n'est pas votre couloir, ça crée des accidents. Sur nos routes, les gens meurent par faute de connaissances, ne maîtrisent pas. Tout le monde est sur la route, je dois aussi me positionner et aller. Alors que, préalablement, il faut se renseigner, il faut se former. Il faut aussi apprendre chez certains déjà qui le font bien. Et pour savoir que quand je prends ma route, quand je suis à vélo, je dois être à tel niveau. Quand je suis à moto, j'ai ma place aussi. Quand je suis dans la voiture, j'ai ma place aussi. Quand je suis piéton, je dois aussi passer par passage pour piéton. Donc nous devons faire attention. Et surtout, faire attention parce que ces moments-ci, c'est un moment très sensible pour les événements de fin d'année. Donc nous devons faire attention pour ne pas finir notre vie sur la route. Il vaut mieux perdre une seconde et laisser quelqu'un passer, même si c'est vous qui avez la priorité de passage, le laisser passer que de forcer parce que vous avez votre priorité et que vous perdez les vies sur la route. Monsieur Togdiale Lekezim Djin, merci. C'est moi qui vous remercie. Écho du Palais, 8 à 10 ans de prison, c'est la peine requise contre 3 individus accusés de vol aggravé, détention illégale d'armes à feu et groupement de malfaiteurs. Le récit des faits avec Hélène Assavi. Nous sommes à Saint-Cassé. Dans la nuit du 30 mai 2020, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale a reçu des informations selon lesquelles des individus armés en provenance du Ghana se sont introduits dans la ville. Ces individus projetaient de commettre dans la même nuit des vols à main armée au préjudice de personnes non encore identifiées, ceci dans le but de les dépouiller d'importantes sommes d'argent. Une équipe de gendarmes est immédiatement déployée aux fins de mettre la main sur les malfrats. Au cours de l'intervention des forces de sécurité, les malfrats au nombre de 2 ouvrent le feu afin de se créer une brèche devant leur permettre de s'enfuir. Au cours de l'échange de coups de feu, l'un d'entre eux, nommé Amadou, trouve la mort alors que son acolyte réussit à s'enfuir. Sur le corps du nommé Amadou, l'équipe d'intervention découvre un fusil de marque Kalachnikov Cham 75, numéro 4544, un pistolet automatique, 77 cartouches de 7,62 mm et 3 cartouches de 7,65 mm. L'enquête ouverte suite à ces faits révèle que le nommé Amadou et son acolyte, tous de nationalité ghanéenne, régulièrement cités dans des faits de braquage et d'extorsion qui avaient traumatisé la ville de Saint-Cassé entre 2017 et 2019, sont en contact avec les nommés Daouda et Alidou de nationalité togolaise, ainsi qu'avec le nommé Idrissou, résident à Saint-Gandouri au Burkina Faso. Ces derniers avaient alors organisé l'intrusion clandestine des 2 malfrats étrangers dans la nuit du 30 mai 2020 en territoire togolais, plus précisément à Saint-Cassé, pour commettre des vols à main armée contre des victimes identifiées parmi les riches commerçants de cette ville par le nommé Daouda.
Interpellés le 23 juin 2020 et interrogés tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, les 3 individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Accusés de vol aggravé, de tentative de vol aggravé, de détention illégale d'armes à feu et de groupement de malfaiteurs, ils ont été condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Les sports, Théophile Dandakou est dans ce studio. Théophile, bonjour. Bonjour Juliette. Vous aimez le football, vous suivrez 3 matchs de D1 Lonato et c'est cet après-midi. Le tenant du titre donne rendez-vous à Sokode. Théophile. Oui, il s'agit évidemment du club Asko de Kara, 4 fois d'affilée champion du Togo. Ce club reçoit au stade municipal de Sokode Tambo de Dacha, actuel 5e au classement avec 11 points plus 2. Asko pourra revenir à 1 point du leader Gobido en cas de victoire. Par contre, avec 10 points plus 2, Tambo, 6e, pourra donc mettre fin à sa série de contre-performances. Ce sera en cas de succès, bien sûr. Ce sera tout, Théophile? Non, puisqu'il y a d'autres attractions qui ont lieu cet après-midi. Par exemple, Bikenti Akara accueille Entente 2. L'AC Barracuda, ancien nom de l'AS de Goport, se mesure à Unisport. Ce sont les affiches de ce samedi. Pour demain, dimanche, l'AS Bina s'oppose à Dito. Semassi à Sokode sera au rendez-vous avec l'AS Seka. Le leader du moment, Gomido de Kpalimé, joue en déplacement à Aneho. Ce sera face à Bohulosu local. Le dernier match a lieu entre l'AS de Goport et Espoir de Zion. Radio Lomé sera au stade municipal de Lomé pour la retransmission en direct de ce face-à-face à SOTR Espoir. Après les sports, la revue de presse, 3 sujets retiennent l'attention de Léontine Atogima, l'élection Miss Togo 2024, le remue-ménage au sein de l'opposition à l'approche des élections et les échos du Togo à la COP 28. Alors Léontine, dites-nous d'abord les points forts de la participation du Togo à la 28e édition de la conférence sur le climat. À la COP28, le Togo et Ameya Power ont scellé une nouvelle extension de la centrale de Blita. C'est Canal dès qu'il annonce dans ses colonnes. Le journal va plus loin et donne des précisions de cet accord. Il permettra de doter la centrale de Blita d'une capacité supplémentaire de 30 MW et d'un stockage de batteries d'au moins 10 MWh, ce qui portera sa capacité totale de production de 70 à 100 MW. À cet accord sur l'extension de la centrale de Blita, l'Union pour la Patrie ajoute d'autres acquis. Il s'agit notamment de la construction et l'exploitation sur 25 ans de la centrale solaire de Sokode par la société Meridiam, l'entrée du Togo dans le consortium BES, entendez Batterie Énergie Storage System pour le stockage d'énergie batterie et le lancement en début 2024 du projet d'adaptation aux inondations dans les communes Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Léontine, que dire donc de la tenue des prochaines élections législatives et régionales et dont la date est connue depuis la semaine dernière? L'opposition peine à prendre le train des élections en marche. Le libéral note de la fébrilité dans les rangs de l'opposition pendant que le parti au pouvoir affûte ses armes. Encore des agitations de l'opposition, ajoute Écho du pays. Le constat de l'hebdomadaire. Au Togo, quand il n'y a pas d'élection, la scène politique ne bouge pas. Les acteurs des partis de l'opposition abandonnent le terrain et ne se réveillent qu'à l'approche des élections. À leur réveil, c'est le découpage électoral qui pose problème. La classe politique togolaise a des réserves sur sa fiabilité, révèle Ouara les vainqueurs. À cela, le libéral ajoute la réaction de certains acteurs de l'opposition face au choix du gouvernement sur la période de la tenue de ces élections. L'apparition rapporte qu'après la dynamique pour la majorité du peuple DMP, c'est au tour du comité d'action pour le renouveau CAR de fustiger la position de l'exécutif sur ce glissement de date. Togo Matin prend le contre-pied. Beaucoup de Togolais sont en phase avec cette prorogation. Enfin, culture. La reine de la beauté togolaise 2024 est connue. Il s'agit de mademoiselle Iyao Amouama Nathalie.
Anciennement première dauphine du concours Miss Togo 2022, elle a finalement réalisé son rêve de porter la couronne de Miss Togo, précise Ara Kiri. Nous bouclons la boucle avec la libération des confrères Anani Sossou et Loïc Lawson. 18 jours de prison, tout est grâce, s'exclame Flambeau des démocrates. Pardon, excuses publiques, démenti formel, la saga d'un dénouement heureux. L'opinion publique salue la clémence du ministre d'État Kodjo Adedje, écrit Symphonie. Ils sont libres. Et après, c'est la question du journal Canal D. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal s'achève, à vous qui l'aviez suivi. Merci à Joël Eclou et Kilim Boyodé. Merci également à vous. Les deux étaient à la réalisation et à la manette technique. Le rappel des titres à présent. Lomé-Niamey, les relations se renforcent. Le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, en visite de travail au Togo, a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État Faure Gnassingbé hier. Mission du FMI au Togo, l'institution financière accorde près de 240 milliards de francs CFA au gouvernement face aux besoins urgents. Le sanctuaire marial de Kovié accueille aujourd'hui et demain des milliers de pèlerins. Ils y vont se ressourcer spirituellement avant l'année nouvelle. Pacom Johnson nous a fait vivre l'ambiance sur le terrain. Et puis invité de ce journal, vous avez suivi Dine Tordale Legizim, volontaire hier, patron d'entreprise aujourd'hui. Il nous a démontré que le volontariat n'est pas du temps perdu. Vous aviez également suivi les échos du palais de Hélène Assabi, les sports avec Théophile Dandako et la revue de presse hebdomadaire de Léontine Atogima. Bon appétit si vous êtes à table.